Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous aurons la critique de Alan Wake's American Nightmare, la minute du geek consacrée au guide du retard galactique, smartphones et tablettes, auto, et tout de suite, c'est les news. Les nostalgiques de Dungeon Master et autres œils du Beholder seront très intéressés par Legend of Grimrock, un jeu actuellement en cours de développement par les Finlandais du petit studio indépendant de Almost Human Games. Le jeu a beaucoup évolué depuis les premières versions et les fans seront sans nul doute complètement émoustillés par ces images, rappelant un gameplay redoutable du passé, couplé à une technologie moderne. Legend of Grimrock est prévu pour Windows, Mac et iOS, avec déjà une version Windows sur la première moitié de 2012. Red Hat here is as pervasive as water. Red Hat est une société qui vend du logiciel libre. Enfin, pas exactement puisque le logiciel libre est justement libre, donc gratuit. Red Hat vend aux entreprises une solution complète de support de ces logiciels avec leur distribution Linux Red Hat Enterprise Linux qui est très attractive. La preuve de leur succès, c'est qu'ils ont dépassé cette année le chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. C'est la première société basée sur le logiciel libre qui arrive à ce chiffre. Félicitations! Après avoir conquis les terres des smartphones et des tablettes tactiles, Order & Chaos est désormais disponible sur Freebox Revolution, ce qui fait de lui le premier MMORPG jouable à partir d'une box. Une prouesse selon Gameloft qui assure que son clone de World of Warcraft, qui n'est pas un free-to-play, profite d'une jouabilité optimisée et accessible pour tous les types de joueurs grâce au gamepad fourni avec la dernière Freebox. Facilement accessible et jouable sans même nécessiter une console, ce genre de jeu risque bien de devenir de plus en plus présent. Order & Chaos vient d'ailleurs s'ajouter au catalogue de jeux HD de Gameloft, qui compte entre autres la licence Modern Combat, un soft qui, même de nom, ressemble bizarrement à un best-seller d'Activision. La 4e édition de l'événement Mini-Don Grandon aura lieu les 9, 10 et 11 mars prochains à la galerie Marais-Ouest dans le 3e arrondissement de Paris. Un an tout juste après le drame japonais, cet événement rassemble des artistes de tous horizons afin de récolter des fonds pour aider à la reconstruction des maisons de ceux qui, au Japon, ont tout perdu. Une édition un peu plus électro que les précédentes, avec notamment plusieurs sets de DJ le vendredi soir. J'ai remarqué qu'Alan Wake a une fâcheuse tendance à faire attendre son public. Déjà, à sa première annonce, on a attendu 5 ans pour qu'il sorte sur Xbox 360, sachant qu'à la base, il avait été annoncé sur PC. Et que sur PC, il est sorti ce mois-ci. Donc ça fait environ 7 ans pour les joueurs PC au niveau de l'attente, ce qui fait beaucoup. Enfin bon. Moi, ce que j'aimais bien avec Alan Wake, c'était l'acteur sur lequel ils se sont basés pour créer le personnage, qui est un acteur qui existe vraiment, qui s'appelle Ilka Vili, que j'aime bien. Et tout de suite, on regarde la critique. Wait! Oh! Alan Wake's American Nightmare est sorti dans le cadre de la House Party 2012 du Xbox Live Arcade, qui accueillit 4 titres entre le 15 février et le 7 mars. Warp, American Nightmare, Nextwiz et I Am Alive. Comme nous l'avons déjà précisé dans le cadre du News 101%, American Nightmare n'est ni une suite ni un DLC, mais un standalone en forme de spin-off. Enfin, si, c'est une suite en quelque sorte, mais en tout cas ce n'est pas Alan Wake 2. Plus court que le jeu originel, sorti en exclusivité sur Xbox 360 en mai 2010, avant d'être porté sur PC en février dernier, ce standalone est une aventure à part, autonome, téléchargeable pour 1200 points Microsoft, soit environ 15 €, reprenant les mêmes mécaniques de jeu et le même héros. À sa sortie, Alan Wake s'était démarqué sur plusieurs points. Un gameplay agréable, quoique répétitif, orienté action, où l'on illuminait des créatures des ténèbres, les Takens, avant de les truffer de plomb. Une mise en scène soignée, un scénario bien tordu jouant la mise en abîme avec un récit éclaté que l'on pouvait s'approprier en lisant les pages arrachées et dispersées dans les environnements d'un mystérieux roman, et enfin, une réalisation de blockbuster malgré les aléas d'une production difficile, le jeu ayant été à l'origine pensé pour être un open world avant que Remedy ne revoie sa copie. Toutes ces qualités sont de retour dans American Nightmare, malgré quelques pépins techniques que nous aborderons dans cette critique.
Cette aventure inédite est également plus serrée, les environnements étant plus confinés et l'utilisation des véhicules désormais restreinte aux cinématiques. Quant au focus du jeu, il est cette fois-ci nettement plus orienté action, même si son scénario n'a pas pour autant été négligé, comme nous allons le voir tout de suite. Vous êtes toujours Alan Wake, l'écrivain maudit. Cet auteur à succès, simili Stephen King, souffre du blocage typique de l'écrivain sous pression. L'inspiration le fuit, l'empêchant de noircir des pages comme le souhaiteraient ses proches. Dans le jeu originel, il pensait se ressourcer dans les parages boisés du grand lac de Bright Falls, en compagnie de son épouse. Sauf que celle-ci disparaît et qu'il se retrouve poursuivi par une espèce d'entité maléfique, capable de modifier la réalité et de posséder par le truchement des ténèbres les habitants du coin. Pour les vacances, c'est raté. Résultat, Alan pète logiquement un demi-câble et ne sait plus différencier la réalité de la fiction, surtout quand celle-ci semble jaillir des pages d'un manuscrit qu'il aurait lui-même écrit. Dans American Nightmare, Alan Wake est toujours confronté au Taken, ces créatures dévorées par les ténèbres. Mais son ennemi est désormais plus précis. Il s'agit de Mr. Scratch, un clone maléfique de lui-même, croisé dans l'aventure originale et ses DLC. You have no idea how badly you're screwed. It's gonna be a blast to watch you find out. Il tentera de déjouer ses plans en revisitant plusieurs fois 3 lieux distincts, une aire de repos, un observatoire et un cinéma en plein air. 3 lieux qui lui donneront l'opportunité de dialoguer avec autant de personnages. On retrouve les pages déchirées à collecter, les radios à allumer, ainsi que les postes de télé où Mr. Scratch jouera avec les nerfs d'Alan. Le cadre a également changé, les forêts de Bright Falls laissant place aux environnements désertiques de l'Arizona, l'action de ce standalone se déroulant dans un épisode de la série Night Springs que l'on pouvait suivre sur les télés du jeu originel. Night Springs. Côté gameplay, American Nightmare est en tout point identique à son illustre aîné. On peut pointer sa lampe torche pour affaiblir les créatures ou les objets contrôlés par les ténèbres, en prenant garde à recharger sa batterie ou en changer en plein combat en fonction de son stock. On shoot ensuite les créatures affaiblies pour les voir partir en gerbes d'étincelles. On peut éviter les coups portés au corps à corps via une mécanique d'esquive agréable, enclenchant automatiquement un ralenti. Bref, pas de changement majeur si ce n'est l'ajout de très nombreuses armes, nettement plus puissantes que celles proposées dans le premier Alan Wake, que l'on débloquera en ouvrant des mallettes. Chaque mallette nécessitera un nombre précis de pages à récupérer avant de pouvoir être ouverte, obligeant ainsi le joueur à ouvrir l'œil, explorer les décors et checker régulièrement le radar. 3 armes seulement peuvent être transportées en même temps, leurs munitions étant limitées. Mais pas de souci de ce côté-là. Des munitions sont disséminées un peu partout et des caches spéciales, ravitaillées comme par magie, permettent de faire le plein dans certains lieux. Les fusées éclairantes et autres grenades flash sont toujours présentes, histoire de pouvoir se sortir des situations les plus difficiles. Car les ennemis sont nombreux et variés, avec des petits nouveaux, comme ces créatures qui se séparent en plusieurs entités, ou les Taken prenant leur envol sous la forme d'une nuée d'oiseaux pour se matérialiser derrière vous. Au mode aventure, qui ne prendra pas plus de 4 heures pour être bouclé, se greffe un mode 100% arcade appelé Fight Till Dawn. Dans ce dernier, qui se présente comme un mode horde sans barricade, Alan devra survivre jusqu'à l'aube à des vagues toujours plus corsées d'ennemis inédits à l'aide de l'arsenal débloqué dans le mode histoire. L'idée étant bien entendu de scorer un max pour briller dans les classements online. Pour cela, une règle, une seule, ne jamais se faire toucher pour augmenter sa jauge de combo à chaque ennemi pulvérisé. 10 niveaux sont proposés en tout, dans 5 environnements différents. Ce mode arcade permet d'apprécier encore un peu plus le système de combat, d'une incroyable lisibilité, grâce à la mise en scène d'une part, avec ses petits dézooms en pleine action, mais aussi des détails comme le regard du personnage vous avertissant de la proximité d'un ennemi. 12 succès pourront être débloqués, ainsi que 3 récompenses pour votre avatar, 2 t-shirts et un sweat à capuche. In the face of untold horrors, he stood his ground and drove the evil back. He will taste victory or death. Ce standalone est plus proche du TPS à la Resident Evil 4 que du jeu d'aventure action. L'histoire n'en tient pas moins la route, Sam Lake faisant une nouvelle fois preuve de son talent. Elle a également été écrite pour ne pas exclure les petits nouveaux, tout en donnant de quoi cogiter aux joueurs ayant terminé le premier Alan Wake et ses DLC.
Stylisé comme un épisode de Night Springs, l'émission captée sur les télés du premier jeu, ce standalone renvoie clairement aux légendes urbaines et aux séries B que l'on adore. Sam Lake a ainsi déclaré dans un carnet de développeurs que si le premier Alan Wake tirait ses inspirations de Lost ou Stephen King, American Nightmare était plus proche en termes d'ambiance des univers de Tarantino comme Une nuit en enfer. Mais ce qui frappe d'emblée avec ce jeu, c'est la qualité de la réalisation. Mis à part quelques grosses chutes de framerate, ce titre téléchargeable, qui nécessitera tout de même 1,3 Go sur votre disque dur pour être installé, n'a rien à envier à son aîné, ce qui le place d'emblée dans le top 5 des plus beaux jeux du XBLA, aux côtés de Limbo, Trine 2, Shane 2 et Shadow Complex. Un bon jeu d'action donc, à l'ambiance travaillée, doté d'une réalisation très soignée, qui remplit tout à fait son rôle d'amuse-gueule en attendant l'annonce d'un vrai Alan Wake 2. Une suite qui, pour le moment, n'a toujours pas été confirmée par le studio. Oh look! Mr. Hero's here! You ready to save the day? Alors je n'ai pas grand chose à dire pour ce plateau, si ce n'est que quoi qu'il arrive, ne paniquez pas. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! The Hitchhiker's Guide to the Galaxy est un monument de la littérature humoristique. Et cette trilogie en 5 tomes de Douglas Adams figure de manière proéminente sur les étagères des bibliothèques de nombreux geeks. La série chronique les aventures cosmico-délirantes d'Arthur Dent, un Anglais moyen, voire très moyen, qui devient un vagabond galactique suite à la destruction de la Terre pour faire passer une autoroute hyperspatiale. Arthur fera la rencontre de quantité de personnages bizarres, comme Ford Perfect, qui l'initiera à la technique de l'autostop spatial, le président de l'univers bicéphale, Zaphod Beeblebrox, Slatty Barfast, le fabricant de planètes spécialisé dans les fjords, et bien entendu Marvin, l'androïde paranoïde continuellement déprimé, qui a d'ailleurs donné son nom à un programme utilisé sur No Life. Avant d'être une série de romans, le Guide du Voyageur Galactique a d'abord été un feuilleton radio diffusé à partir de 1978 sur BBC Radio 4. Le succès fut d'abord mitigé, polarisant les réactions des auditeurs. Certains adoraient et d'autres détestaient. Douglas Adams, l'auteur du show, adapta ses scripts en roman l'année suivante, et le guide fut également transposé en série télé sans budget en 1981 et en jeu d'aventure textuel en 1984. Après un long séjour dans le Development Hell hollywoodien, le guide fut également adapté en film en 2005 avec Martin Freeman dans le rôle d'Arthur. Certains fans haïssent cette adaptation, moi je l'aime bien, comme quoi les goûts et les couleurs. Le Guide du Voyageur Galactique a longtemps été connu en France sous le titre le Guide du Routard Galactique, appellation qui n'est plus utilisée aujourd'hui pour des questions de droit. En dehors des 5 romans principaux, la série a également eu droit à un spin-off baptisé Starship Titanic, qui se déroule plus ou moins dans le même univers ou pas loin. Starship Titanic a d'abord été un jeu vidéo écrit par Douglas Adams, qui fut par la suite adapté en livre par l'ex-Monty Python Terry Jones, qui, selon la légende, accepta de l'écrire à une seule condition, qu'il puisse travailler complètement nu. Douglas Adams est décédé en 2001, mais un 6e volume écrit par Owen Colfer est sorti en 2009 pour célébrer le 30e anniversaire du premier roman. De nombreux éléments de la culture geek sont issus des écrits de Douglas Adams. Notons par exemple le poisson Babel, Babelfish en anglais, le personnage de Trillian qui a donné son nom à un logiciel de chat, ou la célèbre question de la vie, l'univers et le reste, dont la réponse, calculée pendant des millénaires par le superordinateur, le grand computin, est 42. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver quelle était la question. J'ai beau avoir 5 dossiers remplis de jeux sur mon téléphone, je sais jamais lequel choisir pour jouer. Alors en ce moment, je regrette d'avoir fini un jeu qui s'appelle Frog Minute. Un jeu tout simple où on attrape des grenouilles en attrapant des insectes et en les nourrissant. Une petite ambiance de bord de lac, des grenouilles et des insectes. Une ambiance, tout ce qu'il faut pour se détendre. Et pour couronner le tout, il y a une voix de femme qui vient t'annoncer quand tu viens de gagner un trophée. Et ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que je le mets en japonais parce que la voix féminine est très enjouée. Bizarrement, en américain, la voix est très froide et très lugubre, mais c'est pas le cas du japonais. Du coup, bien que je comprends rien à ce qu'elles disent, je me mets toujours le jeu en japonais. On regarde tout de suite la rubrique des smartphones et tablettes.
Jusque-là plutôt spécialisé dans le jeu de plateforme rétro, avec des titres tels que Super Drill Panic, Jumpy ou encore Meganoid, le studio Orange Pixel vient tout juste de sortir sur Android et iOS le shoot 'em up Neoteria. Get ready. Un shoot bien évidemment rétro au possible, avec ses graphismes rappelant furieusement ceux de la saga Gradius. Mais contrairement à la série Konami, le contrôle du vaisseau ne s'effectue que sur un axe. On pourra ainsi monter et descendre à l'aide des boutons tactiles situés sur le côté gauche de l'écran, mais il sera en revanche impossible d'avancer ou de reculer dans les niveaux. Une limitation qui perturbera plus d'un joueur, cela va sans dire. Sans doute censée rendre le jeu plus accessible, celle-ci ne fait malheureusement que compliquer les choses, d'autant que les contrôles manquent un shoot de réactivité. Sachez qu'il est possible de vous faire votre propre idée sur la question en téléchargeant la démo gratuite du jeu, accessible uniquement sur Android. Orange Pixel a annoncé que si le jeu atteint les 20 000 téléchargements, toutes versions confondues, ils proposeront alors du contenu supplémentaire. Les développeurs précisent également que le tir est géré à l'ancienne, c'est-à-dire que plus vite vous appuyez sur le bouton de tir, plus vite vous tirez. Neoteria propose aussi des niveaux à embranchement, des zones cachées ainsi que des modes de difficulté supplémentaires à débloquer dans la version payante, accessible pour moins de 2 €. Dernier détail, le jeu est optimisé pour l'Xperia Play. Prince of Persia Classic HD est désormais disponible sur iPad, iPhone et iPod Touch. Cette version correspond à celle sortie en téléchargement sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network. On retrouve donc le jeu original tel qu'il a été conçu par Jordan Mechner en 1989, mais avec des graphismes remaniés, reprenant l'esthétique 3D et le caractère design de Prince of Persia Les Sables du Temps, soit le reboot réalisé par Ubi Montréal en 2003. Assez joli et doté d'animations toujours aussi travaillées, ce Pop iOS propose des contrôles tactiles avec un simili-stick situé sur la gauche de l'écran, permettant d'aller de gauche à droite, et 3 boutons situés sur la droite. Ces derniers servent à sauter, se baisser et utiliser un objet comme son épée. 3 modes de jeu sont également inclus, normal, avec le choix des niveaux une fois ceux-ci débloqués, chrono, avec la nécessité de sauver la princesse en moins d'1 heure, comme dans le jeu originel, et enfin survie, un mode de jeu où il faudra finir le jeu en moins d'1 heure sans perdre une seule vie. Le jeu est optimisé pour iPad et peut être téléchargé pour moins de 3 €. Puisque l'on parle de remake, nous allons faire un petit retour sur Mega Man X, qui correspond bien au Mega Man X sorti sur Super Nintendo en 1993, et non au Mega Man 10 sorti sur WiiWare, PSN et XBLA en 2010. Un remake donc, doté de graphismes totalement retravaillés, qui ne seront clairement pas du goût de tout le monde. Mais ce qui choque vraiment, outre le fait que l'on puisse acheter avec du vrai argent tout un tas de packs, type toutes les armes débloquées, c'est la fluidité en berne du scrolling. Moins fluide que la version Super Nintendo, la progression est également entrecoupée d'écrans noirs, absents sur la version originelle, qui proposait un scrolling continu. Et ce, y compris sur la version optimisée pour l'iPad et l'iPad 2, disponible depuis l'update du 16 février dernier. Un update qui a également vu l'ajout d'une option Time Race incorporée au Ranking Mode, l'un des 2 modes proposés avec le mode Histoire. La fluidité capricieuse du jeu rend du coup la jouabilité hasardeuse pour finalement achever un Mega Man X iOS de bien triste facture. Sorti en avril 2011, le puzzle game King of Frogs est désormais téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Développé par le studio Playlytium, à qui l'on doit le sympathique Super Bowl Escape, King of Frogs aligne plusieurs modes de jeu ainsi que 120 puzzles inspirés du jeu de dames. L'idée est en effet de placer le roi des grenouilles sur un nénuphar précis, ce dernier ne pouvant se déplacer qu'en sautant par-dessus une autre grenouille. La grenouille sautée disparaît alors automatiquement, mais vous pouvez déplacer toutes les grenouilles présentes à l'écran de manière à créer un chemin idéal menant le roi à son nénuphar royal. Franchement sympathique, ce jeu n'est malheureusement pas optimisé pour les tablettes et il faudra donc doubler sa résolution sur l'iPad par exemple. King of Frogs a déjà rencontré un grand succès sur iOS avec plus de 700 000 téléchargements et on ne peut que vous conseiller de l'essayer. Une nouvelle fois, il est gratuit. Non, mais j'ai réagi tout à l'heure à quelqu'un qui parlait sur Twitter, donc là il me répond. C'est le Wi-Fi, du coup j'ai mes push Twitter. Voilà. Ok. Comment perdre sa concentration? Merci Twitter. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Cette semaine, encore un max de contenu. Vous aurez en l'occurrence 2 nouveaux messages. Le premier provenant d'un nouvel artiste que l'on accueille à l'antenne, les T-Pistons plus KMC. Et le deuxième, c'est le groupe Wins, qui est très content de pouvoir vous parler. On aura bien sûr les topics et on commence comme il se doit avec les releases.
commence les releases avec le single Aha d'LMC. Le clip est arrivé tout récemment sur No Life et le single est déjà disponible au téléchargement légal depuis fin février. Il comprend aussi la B-side Shibuya Cantabile. Le groupe Oral Vampire a sorti un nouveau mini-album au Japon il y a quelques semaines et depuis le 1er mars, vous pouvez l'acheter au format numérique sur la boutique d'Ankama. Depuis hier, vous pouvez retrouver dans le marché la nouvelle compilation du groupe Move, le fameux Animove Volume 2. Un album qui devrait sans conteste plaire aux fans d'anime car beaucoup de génériques y sont repris à la sauce Move. Vous pouvez aussi vous procurer le dernier album de l'Arc-en-Ciel. Disponible depuis hier également, vous allez pouvoir profiter de ce CD dont Hyde est si fier de la cover. Et c'est vrai qu'elle est belle la jaquette de Butterfly. On termine avec l'album Luck de la chanteuse Ako. Son album sera disponible au téléchargement légal à partir du 14 mars sur la boutique en ligne d'Ankama. Avis aux fans de douce voix, cela devrait vous intéresser. On commence les topics avec une super news concernant le trio Perfume. Jusqu'à présent, elles étaient signées dans le label Tokuma Japan Communications. Mais le problème, c'est qu'apparemment, le label n'était pas vraiment pratique pour les développer à l'international. Du coup, elles sont passées chez Universal. Oui, comme les Girls' Generation. Alors, je vous raconte pas le nombre de rêves que j'ai fait à la suite de cette nouvelle. J'ai rêvé qu'elles signaient aussi chez Polydor en France et que leur album sortait chez nous. En tout cas, dans la réalité, les filles ont désormais un site web mondial officiel. Et pas n'importe quel site web. Lors de son lancement, on pouvait y voir un compte à rebours ainsi qu'un compteur. Il fallait que les fans du monde entier tweetent le hashtag Perfume_UM pour atteindre les 24 306 retweets. Ce qui est impressionnant, c'est que ce très beau site en flash nous montre les perfumes sous une forme diffuse. Chaque petit point les composants semblent correspondre à un ou plusieurs tweets, car quand on se balade sur leur corps, des tweets fusent de tous les côtés. Quand on les touche avec notre souris, on relie les points entre eux et on donne ainsi forme au perfume. Une fois les 24 306 retweets atteints, les 3 membres des perfumes apparaissent en entier et on nous apprend que le pré-lancement est terminé. Le compte à rebours, quant à lui, semble indiquer que l'ouverture du site aura lieu dans 4 jours, comme indiqué à l'écran. Et ça n'a pas raté. Le 6 mars à minuit au Japon, le site mondial de Perfume a ouvert ses portes. Il est pour l'instant assez vide, ne possédant que des news et une bio. Mais une fois de plus, c'est un site très interactif et musical où l'on peut régler quelques paramètres, comme par exemple la réactivité des polygones à la musique. Et avec la souris, on peut se placer au-dessus ou bien en dessous. De quoi créer l'événement. Vivement la suite! Mais ce n'est pas tout, elles ont désormais un compte YouTube officiel rien qu'à elles où vous pourrez retrouver tous leurs clips. La plupart ne sont dispo qu'en extrait, mais c'est déjà ça. Leur album GPN est disponible à l'achat depuis le 6 mars dans plus de 50 pays via iTunes. Et enfin, elles ont annoncé le titre de leur prochaine chanson, Spring of Life, qui devrait sortir pour le printemps. Alors je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir l'évolution du groupe à l'international. IU, jeune chanteuse déjà très populaire en Corée, va faire ses vrais débuts au Japon le 21 mars avec son premier single japonais, Good Day. Elle avait sorti fin 2011 un mini-album avec ses tubes coréens qui n'a pas vraiment pu se démarquer dans les charts, mais le Japon c'est le pays du single. C'est donc avec Good Day qu'on va voir si les Japonais craqueront pour son joli minois, sa jolie voix et son petit air innocent. Et si vous allez sur son site officiel, vous pourrez regarder le clip en version japonaise et il est très lumineux. Pour moi, IU est une artiste et où il faut garder l'œil car je sens qu'on va entendre parler d'elle. Le premier message de l'émission nous vient du groupe T-Pistons Puraski MC, un groupe dont la devise semble être de contaminer la planète entière de leur bonne humeur. Les fans d'Inazuma Eleven seront d'ailleurs sûrement contents en les écoutant puisqu'ils ont interprété plusieurs génériques sur l'anime et même pour le dernier jeu vidéo en date. Alors attention, c'est parti pour la Genki Attitude. J-TOP の投票にぜひ T-Pistons プラスケルシをよろしくお願いいたします。
Maintenant que vous les connaissez un peu mieux, je pense que vous percevez bien ce que je voulais dire par bonne humeur. Leurs clips sont vraiment très colorés et très dansants à tel point qu'ils provoquent des arcs-en-ciel même par temps de pluie. En tout cas, sachez que nous resterons dans une ambiance très Inazuma Eleven ce samedi, car dans Ami Ami Idol, on vous présentera la chanteuse des endings de l'anime Inazuma Eleven Go. Dans le deuxième message, nous laissons la parole au groupe Wings qui personnellement m'a beaucoup surpris par sa démarche. Leur envie de vouloir nous présenter leur nouveau clip Fly High m'a vraiment touché. J'espère que ça vous fera plaisir aussi. Bonjour, nous sommes Wings. Je m'appelle Yohei. Je m'appelle Keita. Je m'appelle Yuichi. 僕たちウィンズはですね、日本で、活動している、ダンスグループアーティストといいますかね、歌って踊ってまして、もう10年間活動してます。はじめまして。こうしてね、フランスの皆さんと交流を持てて本当に嬉しく思います。幸せです。10年前はそんなことも考えていなかったので、いや本当に思いもしなかったですね。これからもフランスの皆さんにぜひウィンズの音楽を知っていただけたらなと。日本のダンスミュージックというものを皆さんにもっとよく知っていただきたいなと思っております。僕たちがね、ダンスミュージックをやっているわけですけども、何かこうフランスの皆さんにおすすめしたい曲などありますか？最新シングルがウィンズのニューシングルなので「フライハイ」という楽曲が日本で発売になりまして、ぜひこの楽曲はもうフランスの皆さんにも聴いていただきたいなという楽曲でございます。日本にはないダンスミュージックだったりウィンズらしいダンスミュージックというものを追求して今回制作しました。詩の世界観もね、ぜひ訳してみてもらえるとすごく意志の強い、詩の世界観になっています。こちらもぜひ注目していただきたいなと思います。またね、こうしてフランスの皆さんと、交流を持てることを楽しみにしています。ウィンズでした。はい。メルシーボーク、ジュテンフォンス、アビアントゥー。Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez Homemade Kazoku avec le clip Start to Line. Mais c'est pas tout, il y aura aussi Wings, les Wings que vous avez vu tout à l'heure dans leur petit message qui vous présentait justement le clip Fly High. Dans les releases, vous aviez vu Ako, et Echo d'ailleurs, avec le clip Innocent, avec la sortie de son album sur le shop de Ankama. Et bien là, il y a le clip qui arrive à l'antenne, donc si vous avez aimé, vous pourrez désormais voter, enfin bientôt voter pour ce clip. Nous avons aussi vu les T-Pistons Plus KMC, ils vous ont présenté le clip Ochikudaku, bien lui aussi, vous pourrez voter pour lui bientôt. Le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, les Tokyo Girl Styles avec le clip Liar. Pensez à voter pour le J-Top, on se retrouve la semaine prochaine dans Auto, je vous fais des bisous, bye. Je l'ai jamais dit à l'antenne, mais en fait, chez moi, j'ai pas No Life parce que j'ai pas de connexion dégroupée qui me permet de recevoir la télé via internet. Et du coup, tout ce que j'ai de No Life, je l'ai via No Life Online. Alors, avant qu'il y ait No Life Online, j'allais regarder la télé chez des amis. Bon, c'est sûr que c'est pas très sympa d'aller chez les potes. Eh, salut, je viens pour regarder la télé. Mais bon,
De temps en temps, ils sont compréhensifs et puis ils me laissent regarder un petit peu la chaîne. Et du coup, tout ce qui est J-Music, je passais un petit peu à côté, quoi. Mais heureusement, maintenant, il y a Otto sur No Life Online. Donc je me rattrape. 全ては